Il y a plus d'1 an, je commençais cette aventure incroyable en tant que doctorante en ergonomie. Et on peut dire que ça n'a pas été de tout repos. Entre les délais infernaux, l'administratif, le changement de vie associé à un changement de ville, les remises en question perpétuelles, à un moment, j'ai presque cru que c'était moi et ma situation qui voulaient ça. Pourtant, en discutant avec des personnes autour de moi, j'ai appris que mon expérience n'était pas si particulière que ça. Pourtant, j'ai trouvé que très peu de personnes qui expliquaient un petit peu ce que ça voulait dire de faire une thèse. Il y a très peu d'espace d'échange autour de ce que ça veut dire de faire une thèse, en dehors du côté recherche et de son contenu, mais plutôt de ce que ça veut dire vivre une thèse, et tout particulièrement du côté des sciences humaines. Salut, je m'appelle Eva, je suis doctorante en ergonomie. Il y a plus d'1 an et demi, je me posais devant mon ordinateur avec ma tasse de café et je me lançais dans cette aventure incroyable que c'est de faire une thèse sans vraiment savoir ce par quoi j'allais passer. Alors, si t'as le même ressenti, reste avec moi, je vais t'expliquer un petit peu tous les chemins par lesquels je suis passée durant ma première année de thèse. Quand j'étais petite, je voulais être médecin. À 10 ans, je voulais être nutritionniste, puis à 14 ans, je voulais être psychiatre. Les longues études m'ont jamais fait peur, bien au contraire, c'est ce que je voulais faire. Mais quand je suis arrivée dans ma première année de médecine, je me suis rendu compte que l'ambiance, tout ça, c'était vraiment pas ce que j'avais envie. Alors j'ai laissé de côté mon envie d'être médecin et je suis partie dans quelque chose qui m'intéressait tout particulièrement, puisqu'à l'époque, je voulais être psychiatre, donc j'ai commencé des études de psychologie. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir l'ergonomie, ce que c'est que cette discipline, ce que ça veut dire, et j'ai adoré. Mon parcours, il est un petit peu particulier parce que j'ai découvert l'ergonomie assez tôt. Généralement, on découvre l'ergonomie à peu près vers la fin de la 3e année de licence. Et moi, c'était tout juste en fait en rentrant dans ma première année de licence de psychologie. Du coup, j'ai eu le temps progressivement d'explorer, de savoir ce que j'avais envie de faire et de définir un objectif clair et concis qui était de me professionnaliser sur la question des espaces de travail. À partir de ce moment-là, tout mon parcours académique a été construit dans l'objectif de pouvoir me professionnaliser sur cette question-là. Après toutes ces étapes, je suis sortie diplômée avec fierté et ambition parce que j'avais réussi à accomplir toutes mes ambitions de mon projet professionnel. Enfin, tout à une exception près. Depuis ma 2e année de licence, j'avais commencé à explorer cette dimension un peu particulière qu'est la recherche et j'avais envie de me lancer dans cette aventure particulière qui est de faire une thèse. Je savais pertinemment que franchir cette nouvelle étape me mènerait vers de nombreux défis, mais clairement, j'avais pas anticipé ce que ça voulait dire vraiment. À la fin de mon Master 2, une opportunité s'est présentée, la thèse CIFRE. C'était une opportunité de continuer mes recherches académiques main dans la main avec une entreprise que je connaissais très bien en plus. Il existe plein de façons de faire de la recherche. Je pense que le plus connu pour la thèse, c'est le contrat doctoral. Le contrat doctoral, c'est un contrat de droit public conclu pour une durée de 3 ans. Il est applicable dans les universités comme dans les organismes de recherche. En gros, le doctorant ou la doctorante est recruté par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou bien un établissement d'enseignement supérieur pour réaliser sa recherche. Moi, j'ai volontairement choisi un autre dispositif, la CIFRE, la Convention industrielle de formation par la recherche. Ce dispositif permet à une entreprise de recruter un doctorant ou une doctorante dont les travaux de recherche seront encadrés par un laboratoire. Pour reformuler, la CIFRE, c'est une collaboration entre une entreprise, une université, un doctorant ou une doctorante. Ce qui signifie, en d'autres termes, que lorsqu'on réalise notre recherche, on met les pieds dans la réalité de terrain de ce que c'est qu'une entreprise. Et ça, c'était le top et c'est vraiment ce que je recherchais dans la thèse que je voulais produire. Pour moi, voir mes idées se concrétiser dans le réel de l'action, c'est ce qui donne aussi toute la valeur à la thèse CIFRE. Mais avant même de plonger dans le vif du sujet et donc dans le vif de la thèse, il a fallu tout d'abord définir le sujet sur lequel j'allais travailler. Parfois, dans le cadre des thèses CIFRE, le sujet est proposé à l'initiative de l'entreprise. Mais il arrive aussi parfois que ce soit le doctorant ou la doctorante qui propose son sujet à l'entreprise. Moi, j'étais plutôt dans ce cadre-là.
Mais pour pouvoir vraiment faire accepter à l'entreprise mon sujet, il a fallu travailler un petit peu. Parce qu'en réalité, mon sujet n'était pas forcément totalement relié à ce qu'il faisait et ce que produisait l'entreprise. Au fil des discussions, le sujet a commencé à convaincre toutes les parties et on a essayé de trouver un compromis qui mêle à la fois leurs besoins pratiques et leurs besoins de terrain et mes envies pour la recherche. Une fois qu'on avait ces deux éléments-là, il a fallu passer au plus difficile qui a été de rédiger la proposition qu'on allait soumettre à l'ANRT, l'Association nationale de la recherche et de la technologie, qui allait devoir vérifier si ma thèse était valable d'un point de vue scientifique. Rédiger cette proposition, c'est très long, c'est assez compliqué et surtout ça demande beaucoup de patience parce qu'en réalité c'est quelque chose qui est assez technique étant donné qu'il y a des exigences qui sont assez spécifiques pour pouvoir convaincre de la pertinence scientifique du sujet et de la manière de conduire sa recherche. C'est un processus complexe pour lequel j'ai passé des heures et des heures, des jours même, à peaufiner chacun des détails pour faire en sorte que ma proposition soit la plus convaincante possible et que l'ANRT la valide. Après des mois de travail acharné, on a enfin pu envoyer la proposition à l'ANRT pour examen. À ce moment-là, on est en juillet et l'attente pour la réponse a été longue, mais longue. Mais finalement, le 5 novembre, j'ai la réponse et il me valide ma proposition et je peux officiellement commencer ma thèse un mois après. À ce moment-là, je pouvais pas être plus heureuse, mais c'était le démarrage d'une nouvelle phase de ma vie et comme je vous ai déjà dit, je m'attendais pas du tout à ce que j'allais vivre. Je ne le savais pas encore, mais j'étais au bord du gouffre et j'allais me plonger dans l'inconnu. Total. Dans 20 mois, j'allais commencer ma thèse et j'étais pas prête à ce que j'allais vivre. Voilà, ça y est, c'est lancé. Il y a 480 jours, je me posais devant mon ordinateur avec ma tasse de café à la main, prête à lancer officiellement la thèse et j'étais vraiment super excitée. Les 2 premiers mois ont été un vrai bonheur. J'enchaînais les lectures, c'était passionnant, je découvrais un sujet que j'adorais et côté vie perso, je m'installais dans mon petit cocon parisien puisque en réalité, j'avais été obligée de déménager de Lyon jusqu'à Paris pour pouvoir réaliser ma thèse puisque l'entreprise de CIFRE se situait à Paris. Mais rapidement, cette euphorie initiale a laissé place à une réalité un petit peu moins idyllique. En avril 2023, ça faisait 5 mois que j'avais lancé ma thèse et j'étais arrivée au bout de mes objectifs vis-à-vis de ma revue de littérature. J'avais réalisé toutes les lectures dont j'avais besoin et j'avais même réussi à synthétiser ça dans un format concis. À partir de là, il fallait conceptualiser les choses, proposer des réflexions qui se basaient pas uniquement sur des données que j'avais pu recueillir et analyser, mais proposer de conceptualiser les choses. Et là, ça reposait uniquement sur moi-même et sur ma propre réflexion. C'est ce qu'on appelle l'abduction. Vous connaissez probablement la déduction, ça consiste à partir de principes généraux pour arriver à des conclusions spécifiques en appliquant des règles logiques. Il existe aussi l'induction, induire, qui consiste à tirer des conclusions générales à partir de cas particuliers en observant des modèles ou des tendances. L'abduction, elle, consiste à relier des causes probables à un fait observé. En d'autres termes, on n'a pas pour but de trancher définitivement, mais de proposer des explications logiques à un phénomène observé. En gros, d'établir des liens de cause à effet. Mais ce type de raisonnement, auquel j'ai pas été formée, et je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment de formation à ça, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. Ce type de raisonnement m'a posé 2 problèmes principaux. Le premier problème, c'est que arrivé en octobre, donc presque 1 an après ma thèse, j'étais déjà épuisée, KO, fatiguée. Physiquement, je le ressentais surtout le matin. J'arrivais pas à me lever. Et en plus de ça, j'étais perpétuellement fatiguée. Je suis tombée 4 fois malade en 2 mois, ce qui est beaucoup puisque avant je n'avais pas du tout été malade. Et je le ressentais aussi mentalement. J'arrivais pas à me concentrer plus de 10 minutes, j'arrivais pas à commencer certaines tâches et je savais plus où donner de la tête. J'étais complètement paumée, mais surtout bien fatiguée. Il existe différentes formes de fatigue. La fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue sociale, la fatigue nerveuse, la fatigue intellectuelle, la fatigue émotionnelle
Et j'en passe certainement. Mais tout ce qui relie toutes ces formes de fatigue, c'est la même et unique chose. C'est le résultat d'une activité excessive que l'organisme n'arrive plus à encaisser. À peu près à ce moment-là que j'ai découvert la méthode Pomodoro. Il faut savoir que j'adore travailler avec du son dans les oreilles, mais pas n'importe quel son. Il faut que ce soit un son que j'ai choisi moi. Et je le choisis en fonction de ce que j'ai à faire et de ce que j'ai à réaliser. Parce que toutes les tâches ne nécessitent pas la même chose et les mêmes conditions pour moi. Du coup, quand j'ai un travail de concentration accru à réaliser, donc là où je dois être vraiment très concentrée, je vais plutôt opter pour des playlists avec des musiques sans paroles. Par exemple, des playlists de jazz ou de musique classique que je vais aller trouver sur YouTube ou sur Spotify. Lorsque j'ai des tâches plus systématiques à réaliser, donc là où j'ai pas forcément besoin de me concentrer, et bien dans ce cas-là, je vais plutôt choisir des playlists avec des musiques avec des paroles pour essayer de me motiver, ou bien mon petit péché mignon, je vais regarder des lives sur Twitch. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les lives de Colabim et de Kevin Tran. Cola et Kevin sont tous les deux créateurs de contenu. Colabim tient une chaîne YouTube sur laquelle il propose des animations en lien avec des petits sketchs qu'il écrit. Kevin a tenu avec son frère Henri la chaîne YouTube Le Rire Jaune pendant plusieurs années, sur laquelle il réalisait principalement des sketchs et des courts-métrages. Mais ce qui relie Kevin et Cola, c'est pas forcément le contenu qu'ils font sur YouTube, mais plutôt les lives qu'ils proposent sur Twitch. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Twitch, il s'agit d'une plateforme de streaming en direct sur laquelle les créateurs de contenu peuvent interagir avec leur communauté, et sur lesquels ils peuvent partager certains sujets. Il y a du jeu vidéo, mais il y a aussi des discussions, des lives cuisine, etc. Et une partie des lives que Colabim et Kevin Tran proposent, ce sont les sessions Work With Me, sur lesquelles ils utilisent la technique Pomodoro. Il s'agit d'une méthode de gestion du temps qui consiste à diviser le travail en intervalles de temps dédiés à la concentration et au repos. En gros, on utilise une minuterie, traditionnellement sur 25 minutes, mais ça peut varier selon les préférences individuelles, et on travaille sur une tâche sans interruption jusqu'à ce que la minuterie sonne. C'est la période de concentration. Puis, une fois le temps écoulé, on s'accorde une courte pause, généralement 5 minutes, mais encore une fois, ça peut varier. Une fois qu'on a finalisé aussi cette phase de repos, on a complété un Pomodoro. Et après avoir complété 4 Pomodori, on prend une pause plus longue. Cette méthode tire son nom du mot tomate en italien, puisque son inventeur, Francesco Cerillo, utilisait un minuteur en forme de tomate qu'il avait trouvé dans sa cuisine lorsqu'il a inventé cette technique en 1980. Avant de découvrir cette technique, je faisais pas de pause. Je considérais que c'était pas être productif que de faire une pause, ou alors je m'arrêtais pour aller aux toilettes, pour pouvoir prendre un café, mais je retournais directement derrière mon ordinateur juste après. Si par le plus grand des hasards je m'arrêtais et que je faisais une pause, mon cerveau était encore en train de continuer la tâche que je venais de quitter, ou bien pensait déjà à la suivante. C'est là il y a du montage, je voulais juste préciser quelque chose sur cette séquence parce que je trouve que c'est pas super clair. C'est pas vraiment que je trouvais que les pauses c'était pas productif et que du coup j'évacuais cette question de la pause, mais c'est surtout qu'en fait c'est très coûteux pour moi de faire une pause parce que généralement quand je fais une pause, même très courte, il me faut environ, allez c'est à la louche, hein, c'est pas très scientifique mais c'est à la louche, il me faut environ une vingtaine de minutes pour retrouver l'état de productivité dans lequel j'étais avant de faire ma pause. Du coup, ce qui est très coûteux. Plus je vais faire de pauses et du coup, moins je vais avoir de temps de productivité réelle dans ma journée. Voilà, ça me semblait nécessaire de le préciser. Je vous laisse avec l'AEVA de la vidéo. Du coup, j'avais pas vraiment de coupure et mes pensées étaient toujours en train de progresser vers les prochaines étapes. Quand j'ai commencé à utiliser la technique Pomodoro, j'ai commencé à faire des vraies pauses. L'une des astuces qui m'a le plus aidée pour pouvoir me réconcilier avec la notion de pause, ça a été de sortir du jugement perpétuel que j'avais envers moi-même. C'est très en lien avec ce que je vais dire par la suite, mais c'est hyper important ici de noter que à cette époque, vraiment pour moi, faire une pause, c'était quelque chose de pas productif et ça voulait dire que je perdais du temps sur ma journée de travail pour pouvoir faire autre chose que le travail productif que j'étais censée faire. Donc me réconcilier avec moi-même, ça m'a demandé une espèce de neutralité qu'il a fallu que je construise au fur et à mesure du temps. Cette neutralité, elle consistait à considérer que faire, c'était tout aussi bien que ne pas faire ou ne rien faire. Et se créer des moments de pause, c'est ne rien faire. Il y a une différence entre ne pas faire et ne rien faire.
Ne rien faire, ça veut dire qu'on coupe son cerveau, qu'on n'est plus en train de penser à ce qu'on était en train de faire avant ou ce qu'on allait faire après. En gros, on surstimule pas son cerveau. On le laisse respirer, on le laisse se poser, on le laisse couper avec les choses sur lesquelles il était stimulé jusqu'à maintenant. Et une des manières très simples pour le faire, pour moi, c'était de prendre un café. Alors déjà parce que j'adore le café, mais surtout parce que du coup, ça m'obligeait, que je sois chez moi ou au bureau, à quitter mon poste de travail, à quitter mon ordinateur pour pouvoir aller chercher mon café. Et j'en profitais pour ne pas retourner devant mon écran et quitter en fait l'environnement dans lequel je me sens pressurisée pour pouvoir être performante dans le sens de produire des choses. Ces pauses-là, je les prenais en cohérence de mon planning. Donc parfois c'était 5 minutes, effectivement, le temps d'aller chercher un café, mais parfois c'était plus long, 20 minutes, 30 minutes. Ça m'arrivait même de faire des pauses d'1 heure parce que je sentais que j'en avais besoin. Finalement, le plus important, c'est pas la durée, c'est pas la fréquence, mais c'est le contenu de la pause. Le fait de devoir couper avec ce qui a été fait jusque maintenant et de pas commencer à anticiper les tâches suivantes. Et ça m'a beaucoup aidé pour me réconcilier aussi avec la qualité de ce que je produisais. Progressivement, je me suis rendu compte que pour pouvoir juger de la qualité de ce que je venais de faire, j'avais besoin de prendre une pause, de couper mon cerveau de ce qu'il venait de faire, de ce qu'il était en train de faire, pour pouvoir y revenir a posteriori avec les idées beaucoup plus claires. D'où l'importance des pauses, des moments de détente, de devoir couper, de prendre des vrais week-ends aussi pour pouvoir souffler. Et j'avoue que quand j'ai commencé à faire ça, j'ai redécouvert pas mal de choses de mon quotidien que j'adorais faire. Je me suis rendu compte que cuisiner, ça m'aidait beaucoup parce que c'était des moments où j'étais tellement concentrée sur ce que j'étais en train de cuisiner que j'étais certaine de ne pas être en train de réfléchir à autre chose. Parce que du coup, j'ai quitté ce que j'étais en train de faire et que j'y reviens avec un esprit qui a eu le temps de souffler. J'ai aussi valorisé tous les moments que je passais avec d'autres personnes en dehors de chez moi ou en dehors du bureau. C'était les moments où je pouvais aller retrouver mes amis ou bien même mes parents, pouvoir boire un café avec des personnes que j'appréciais et avec qui j'appréciais de passer du temps. Vous savez, on entend souvent dire que la thèse, c'est pas un marathon, qu'il faut pas se précipiter, etc. Et franchement, même si c'est un petit peu énervant de devoir le reconnaître, c'est la vérité. Et plus on va vouloir partir vite, plus on va s'essouffler rapidement, perdre le rythme, se fatiguer et plus avoir suffisamment d'énergie pour continuer les 2 ans qui restent encore, quoi. Et forcément, tout ce que je viens de vous expliquer, ça résonne très fortement avec le deuxième problème que m'a posé l'abduction. Il faut bien reconnaître que ça a totalement bouleversé ma façon de travailler. Vous vous doutez bien qu'après autant de mois de travail, je me suis retrouvée avec un nombre de pistes à explorer qui était phénoménal. Revue de littérature mise à part, dans l'exploration des concepts dont j'avais besoin pour pouvoir faire cette abduction, j'ai fait le calcul, entre fin mai et fin juillet 2023, j'avais lu l'équivalent de 240 articles. C'est environ 143 pages par jour. Pour que vous vous rendiez un peu compte de ce que ça veut dire, c'est comme si en 3 mois et moins, j'avais lu l'intégralité du Seigneur des Anneaux plus l'intégralité d'Harry Potter. Forcément, à ce moment-là, ma thèse c'était devenu un challenge particulier dans lequel je devais rester à flot sur un océan de connaissances qui était tellement vaste que ça m'en faisait complètement perdre la tête. J'étais soumise à un flot constant d'informations, d'éléments à trier, de pistes à explorer, et c'était devenu difficile de trouver un équilibre entre tous ces éléments. Mes journées étaient remplies, je passais mes journées à lire des choses, mais à la fin de la journée, j'avais l'impression d'avoir strictement rien accompli. Pourtant, je passais des heures devant mon écran, absorbée par toutes mes lectures et tout ça. J'ingurgitais des centaines et des centaines de concepts et de théories. Et du coup, ce paradoxe entre la quantité d'informations que j'emmagasinais et la sensation d'avoir absolument rien produit me faisait forcément douter de ma propre productivité. Et c'était en grande partie à cause d'une construction sociale de ce que ça voulait dire que d'être productif et performant. Pendant longtemps, j'ai été soumise à l'injonction sociale de performance et de productivité qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Inconsciemment et pendant des années, j'avais l'impression que produire, ça voulait dire taper frénétiquement sur un ordinateur, de passer 2 heures devant un écran, de produire des lignes et des lignes de contenu. Mais en réalité, c'était pas tout à fait ça.
Mais avec cette idée-là en tête, du coup, j'avais l'impression que si je ne parvenais pas à réaliser les objectifs que je m'étais fixés pour la journée, ça voulait dire que ma journée était pas terrible, que j'avais pas réussi à faire ce que je voulais. Et donc, je commençais à le culpabiliser et je me comparais énormément aux idéaux que j'avais par rapport aux réseaux sociaux. Peu à peu, les doutes ont commencé à s'insinuer. Il m'arrivait souvent de me demander si j'étais à la hauteur du défi dans lequel je m'étais lancée. Ma recherche, c'était devenu un véritable test de résilience pour voir si vraiment j'étais à la hauteur. Et c'est comme ça que le syndrome de l'imposteur a commencé un peu à faire sa place. Je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue non plus, donc je peux pas poser de véritable diagnostic, et en particulier pas sur moi-même. Je peux pas vraiment dire c'est ce que j'ai ressenti, et ce que je ressens parfois encore, c'est vraiment un syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, j'avais vraiment l'impression que je méritais pas d'être ici, et que je méritais pas d'être considérée comme une doctorante comme les autres. Je me sentais comme une totale étrangère dans le monde de la recherche, comme si j'avais vraiment pas ma place. Au bout de 6 mois aussi, ce que je peux dire, c'est que je me pose beaucoup de questions sur ma légitimité en tant que chercheuse. Qu'est-ce qui fait que je peux aujourd'hui me prétendre doctorante? Pourquoi est-ce que je suis dans la recherche? Qu'est-ce qui fait que je suis dans la recherche finalement? Parce que il n'y a rien d'exceptionnel à mon travail, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que je produis. Et surtout, il n'y a rien de caractéristique en fait. Quand j'entends d'autres personnes parler de leur recherche, j'ai l'impression qu'ils savent exactement comment ils se sont positionnés, etc. Et le fait d'être dans une équipe aussi qui a déjà beaucoup avancé, qui a déjà beaucoup construit autour de leur projet, des personnes qui ne sont pas forcément en première année, ça fait que forcément je me pose aussi des questions et je me dis mais est-ce que c'est moi qui ne suis pas normale à pas être en capacité de me positionner en tant que chercheuse, ou bien est-ce que c'est un processus classique par lequel tout le monde est passé. J'arrive pas encore à en parler, probablement que je le ferai, mais pour le moment j'y arrive pas. Et j'avoue que ça me pose un peu de problème, ça me donne de la difficulté, parce que je me dis mais est-ce que finalement je suis vraiment une chercheuse? Est-ce que finalement je suis vraiment dans un travail de thèse? Est-ce que je suis pas en train de faire une espèce de mémoire très long de master qui prennent beaucoup plus de temps que ce qu'ils devraient prendre, parce que je vais un peu plus loin dans les choses? Qu'est-ce qui caractérise en fait le fait que je suis en thèse, à part le fait que j'ai un directeur de thèse, que j'ai un encadrement et que j'ai l'approbation de la NRT pour pouvoir réaliser le travail que je suis en train de réaliser? Qu'est-ce qui fait tout ça? Et je devais en permanence lutter avec cette idée que je me faisais à moi-même. À chaque réunion que j'avais avec des collègues doctorants et doctorantes, à chaque fois que je discutais avec des collègues, j'avais l'impression qu'on allait me découvrir et qu'on allait me pointer du doigt en disant « Regarde, celle-ci, je suis pas sûre que ce soit la bonne personne et qu'en fait ce soit sa place légitime d'être ici. » Bon, entre nous, évidemment que ça n'allait jamais arriver. Je crois pas que ce soit comme ça qu'on s'adresse aux gens, même s'il y a des personnes qui sont pas toujours forcément bien intentionnées. Je suis vraiment pas persuadée qu'un jour ça arrive. En tout cas, toutes les discussions qui étaient un peu techniques, un peu théoriques, qui me dépassaient, en fait, j'avais l'impression que c'était des choses que je maîtrisais pas du tout. Et ça me laissait en fait dans un état de doute et de perplexité constant. C'était hyper dérangeant en fait d'avoir ce sentiment de toujours être dépassée, de jamais vraiment appartenir à la situation dans laquelle j'étais. J'ai commencé à discuter avec d'autres doctorants et d'autres doctorantes
Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui partageaient ce sentiment et qui avaient cette même impression. Et en fait, dans la discussion et dans le soutien que je pouvais trouver aussi de la part de mes proches, petit à petit, j'ai commencé à essayer de me convaincre moi-même que ce sentiment, il n'était pas légitime et qu'il n'avait pas lieu d'être. Progressivement, et grâce à tous les encouragements que je pouvais recevoir, je me suis rendu compte que produire dans le cadre de ma thèse, ça voulait pas forcément dire de passer des heures devant mon ordinateur. Il a fallu un peu de temps pour que je le reconnaisse, mais au bout d'un moment, j'ai quand même appris à le reconnaître. Et en fait, même le plus gros du travail, il se passait justement quand j'étais pas devant l'ordinateur. Et c'est uniquement à partir du moment où j'ai reconnu ça que j'ai vraiment fait des progrès dans mon travail. Grâce à ça, j'ai commencé à redéfinir ma relation à la performance et de ce que ça voulait dire d'être productive. Aujourd'hui, si je dois faire le bilan, il y a différents types de tâches que je réalise et du coup différentes manières pour moi d'être productive. Et tout ça se passe dans des contextes qui seront différents en fonction de la tâche à accomplir. Ces natures de tâches, elles sont associées à des besoins différents en termes d'état d'esprit, d'environnement, de ressources disponibles, d'envie, etc. La liste est très longue. Au fil des semaines, quand j'ai commencé à prendre du recul justement sur ces besoins, j'ai commencé à développer des stratégies pour mieux identifier les tâches que je devais accomplir en fonction de mon état d'esprit, de mon environnement, des ressources disponibles, etc. Tous ces éléments faisaient que j'arrivais à rester concentrée en fonction de la définition que j'attribuais au mot concentration à ce moment-là et donc en fonction de la tâche que j'étais en train de faire. Ok, c'est peut-être un peu nébuleux, du coup je vais donner un exemple. Je vous ai déjà parlé du fait que pour certaines tâches, j'écoute différentes musiques ou différents sons. Et avec le temps, j'ai commencé à découvrir que des fois, sur certaines tâches où j'avais besoin de réfléchir, la meilleure façon de le faire et là où j'étais la plus productive, c'est quand j'étais en train de me balader. Je sais, dit comme ça, c'est peut-être pas très sérieux, mais en réalité, c'est la meilleure manière pour moi de réfléchir. En fait, je me suis rendu compte que quand je suis dehors, quand je suis pas focalisée à 100% sur un seul et unique élément, justement, mon cerveau, il peut respirer, il peut faire des connexions de lui-même. Alors attention, ces balades, c'est pas des moments de pause comme je les décrivais précédemment, bien au contraire, c'est des moments que je qualifie de production, dans le sens où ce que j'essayais de faire, c'était de produire des choses, et en particulier de produire de la réflexion, de produire des liens, de produire des analyses, mais c'est pas des choses que je faisais devant un ordinateur. Justement parce que lorsque je suis pas concentrée, mon cerveau il vogue, mon cerveau il commence à faire des liens entre ce que j'ai vu, entre ce que je suis en train de voir, ça me fait penser à d'autres choses et donc dans ce cas-là, en fait, j'arrive plus facilement à faire certaines de mes analyses. Donc c'est des moments en fait où je note ce à quoi je pense. Donc j'ai souvent mon téléphone, un carnet qui me permet en fait de prendre des notes sur tout ce que je suis en train de faire comme lien. Puis après, lorsque les conditions me le permettent, que j'ai les ressources nécessaires, que je suis dans un environnement et dans un état d'esprit qui est propice à ça, je vais passer plutôt sur de la production écrite. Donc je vais reprendre toutes les notes que j'aurais faites durant mes balades et là, je vais aller écrire. Donc là, je vais passer plutôt devant mon ordinateur et taper sur mon clavier pour pouvoir mettre en forme les idées que j'avais eues. Et si je m'aperçois qu'il y a des moments où je bloque, où j'arrive pas à commencer ma tâche, ou alors que j'arrive pas à rester concentrée, ça veut dire qu'il faut tout simplement que je passe à la suite et que je passe à autre chose. Et tout ça, c'est ok. Ça veut dire que je suis en capacité de repérer tous ces petits signaux qui permettent de dire « là, c'est pas le bon moment pour faire ça ». Passons à autre chose, passons à un autre type de tâche, et on y reviendra plus tard quand justement toutes les conditions qui sont nécessaires pour cette tâche-là seront réunies. Quand j'aurai l'état d'esprit, quand j'aurai l'environnement, quand j'aurai l'envie, etc., etc. De la même manière, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des conditions qui étaient intrinsèques à ma personne. Par exemple, je suis beaucoup plus productive le matin. Le matin, à partir de, on va dire, 8h30 jusqu'à environ 11h, je suis la plus productive de ma journée. Et donc, je sais que c'est là où j'aurai besoin de me poser devant mon ordinateur. A contrario, à partir de 11h, je vais commencer à avoir faim. Du coup, mon cerveau va commencer à lâcher doucement sur une concentration beaucoup plus accrue. Et jusqu'à environ 15h, c'est
pas forcément des moments où je vais pouvoir écrire beaucoup. C'est des moments justement où j'allais plutôt en balade, des moments où je vais essayer de faire du lien autrement, des moments où je vais réaliser des tâches plutôt systématiques dont je parlais tout à l'heure avec des lives, par exemple. Puis j'ai de nouveau un pic de concentration et un pic d'énergie dans les alentours de 15h30 jusqu'à environ 17h. Et donc je sais que là c'est pareil, c'est des moments où je peux reprendre des tâches qui nécessitent un peu plus de concentration ou bien qui sont un peu plus dans la réflexion. Mais parfois, même en ayant conscience de toutes ces astuces, en ayant conscience de tout ce qui est intrinsèque à ma personne, à mon environnement, etc., il y a des journées où j'arrive quand même pas à faire ce que j'avais prévu de faire, où j'arrive pas à démarrer, où j'arrive pas à faire les choses. Et c'est pas grave. Justement, pour pas tomber dans un hurlement perpétuel, dans un flagellement mental perpétuel, j'ai appris à être un peu plus indulgente avec moi-même et j'ai essayé de m'apprendre à moi-même que c'était totalement ok d'avoir des journées un peu plus creuses, un peu plus basses, où c'est pas très grave, on n'a pas fait grand chose, entre guillemets, parce que je reviens à ce que je disais plus tôt, il y a une différence entre ne pas faire et ne rien faire, et c'est important aussi d'avoir des moments où on coupe et où on a fait des choses qui sont pas forcément celles sur lesquelles on définit la productivité dans le sens d'atteindre des objectifs ou de rayer des choses sur sa to-do list. Bon, la to-do list, c'est peut-être autre chose dont on pourrait potentiellement parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est une forme d'engagement sur des objectifs qui parfois peut être un peu insidieuse et parfois pas forcément topissime, de mon point de vue en tout cas. En tout cas, j'ai appris à ne pas toujours culpabiliser, de pas être au top, de pas être à 100%. Si j'arrive pas à effectuer les tâches que j'avais anticipées et que je voulais réaliser dans la journée, je vais pas commencer à me dire c'est pas bien et c'est n'importe quoi, il va falloir que tu rattrapes tout ça demain. Non, justement, je prends un temps pour essayer d'analyser qu'est-ce qui a fait que j'ai pas été en capacité de le faire aujourd'hui. Est-ce que effectivement c'est que j'avais pas réussi à avoir toutes les conditions nécessaires pour réaliser cette tâche? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas rebondi au bon moment pour justement changer de type de tâche parce que je savais que j'arrivais pas à faire celle que j'avais entamée? Ou est-ce que justement c'est parce que c'est une journée sans, et c'est pas très grave s'il y a une journée sans, on essaiera de faire en sorte que le lendemain ce soit pas le cas, et si le lendemain c'est le cas, c'est pas grave non plus. Après des mois et des mois d'ajustement, à essayer de faire cette analyse de moi-même, à essayer d'être un peu plus indulgente envers moi-même, j'ai commencé à voir le fruit de mes efforts sur mon travail de recherche. Les pages se remplissaient, les idées se concrétisaient et je voyais enfin ma thèse prendre forme sous mes yeux. On va pas se mentir, encore aujourd'hui, c'est pas tous les jours rose, j'ai pas toujours les outils ni la possibilité de faire ce travail de recul dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Le plus important, en fait, c'est au bout d'un moment, sur du long terme, d'être en capacité de l'avoir ce recul-là et de cette indulgence envers soi-même. C'est pas grave si sur le moment on l'a pas. On peut continuer à travailler, on peut continuer à s'accompagner soi-même pour essayer d'évoluer, mais c'est pas très grave s'il y a des moments où on n'est pas forcément toujours au top non plus sur notre indulgence envers nous-mêmes. Il y a toujours des moments où je suis dure envers moi-même, où je suis en train de douter. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de continuer à s'outiller, c'est de continuer à travailler, c'est de continuer à faire cette auto-analyse, cette analyse un peu réflexive sur qu'est-ce que c'est que mon travail, c'est quoi mes conditions, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de travailler, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être productif. Et tout ce que je vous ai dit depuis le début, en fait, ça s'applique à moi, mais très probablement que ça s'appliquera pas à vous de la même manière. En revanche, là où vous pouvez travailler, c'est de vous outiller, c'est de faire le même travail que j'ai fait moi avec moi-même, mais avec vous-même, et de voir en fait comment est-ce que vous arrivez à travailler. Est-ce qu'il y a des moments de la journée où vous êtes plus performant qu'un autre, où vous arrivez à effectuer le plus de tâches? Est-ce qu'il y a des moments de la journée où ça va moins bien? Est-ce qu'il y a des moments de la semaine, des moments de l'année? Parce que ça peut être aussi effectivement sur du long terme, c'est pas forcément que des choses qui sont en lien avec la journée. Et pareil, quelles sont les conditions dans lesquelles vous vous sentez le mieux? Il y a des personnes qui adorent travailler au bureau, il y a des personnes qui adorent travailler de chez eux, il y a des personnes qui adorent travailler depuis la bibliothèque, il y a des personnes qui adorent travailler depuis un café. Et tous ces éléments-là, en fait, c'est d'être en capacité de les analyser et d'être en capacité justement de les percevoir et de les toucher du doigt, en fait.
Aujourd'hui, chaque jour, je m'assois devant mon écran avec un regard différent. Je regarde en arrière le chemin que j'ai parcouru avec beaucoup de gratitude. Je suis très reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont aidée en chemin. Pareil, j'ai pas beaucoup parlé du fait de trouver de l'aide et de chercher de l'aide. Ça peut faire l'objet d'une vidéo ultérieure, avec grand plaisir. Mais c'est vrai que la thèse, c'est souvent un exercice qu'on dit solitaire. C'est vrai, mais ça veut pas forcément dire que vous devez rester seul. Être solitaire, c'est différent d'être seul. Donc ne restez pas forcément seul, allez discuter avec d'autres personnes, des personnes qui peuvent être de votre discipline, qui sont pas forcément doctorants, des personnes qui sont doctorants mais pas forcément d'autres disciplines. Bref, mixez, discutez avec les gens. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui partagent aussi votre point de vue et votre vécu. Il y a des personnes qui le partagent pas forcément, mais qui vivent d'autres difficultés. Et apprendre aussi de leurs propres difficultés vous permettra d'avoir aussi un recul sur quelles sont vos forces et effectivement là où sont vos faiblesses. Bref, la recherche, c'est un voyage tumultueux, mais c'est aussi une aventure gratifiante. Chaque étape, chaque défi, chaque petite victoire nous rapproche de notre objectif, qui est de contribuer au savoir et à la compréhension du monde qui nous entoure. Et rassurez-vous, à chaque nouvelle découverte, on se rapproche un petit peu plus de ce but ultime. L'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous partager mon point de vue, de vous partager mon vécu. Comme j'ai déjà pu le dire, c'est pas parce que c'est relatif à moi que ce sera forcément relatif à vous de la même manière. Et le plus important, c'est justement de plus il va y avoir de personnes qui vont partager leur point de vue, qui vont partager leur expérience, plus on va être en capacité d'avoir ce recul sur soi-même, sur son expérience, sur son vécu. Sur ce, je vous laisse avec la pluie qui est en train de tomber pour la fin de la vidéo. Je conclus juste en vous encourageant à partager votre vécu, à partager aussi vous, votre quotidien en tant que doctorante ou doctorante, ou bien votre quotidien dans la recherche. C'est important de pouvoir avoir ce recul et de proposer des espaces de discussion auprès d'autres personnes. Quant à nous, on se retrouve bientôt, j'espère, sur d'autres formats de vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières ou si certains sujets abordés nécessitent d'être approfondis. Ce serait avec grand plaisir que je le ferai avec vous. À bientôt!